abonnez-vous. Hop là! Bon voilà, bonjour à toutes et à tous. Comme vous venez de le voir, ça y est, il y en a qui l'attendaient depuis la semaine dernière. On a enfin notre générique. Et c'est l'occasion de féliciter Justine Vernier, qui est notre graphiste à Mediapart et qui a fait ce travail-là, mais aussi tout ce que vous voyez autour et beaucoup des visuels qu'on a à Mediapart. Donc, bonjour dans Abonnez-vous, la seule émission Twitch à laquelle on ne vous demande pas de vous abonner à Twitch. Par contre, on n'hésitera jamais à vous conseiller de donner votre argent à un journal indépendant qui ne vit que de ses abonnés, sans pub, sans subvention, sans actionnaire, sans papier ni frontières. C'était l'ancien slogan. Et pour cela, il y a une offre spéciale. Grâce à cette émission Twitch, vous pouvez vous abonner pour un mois gratuitement pour aller voir tous les articles dont on va parler aujourd'hui, et bien plus encore. Et ce, sans rentrer votre carte bleue, sans qu'elle se reconductibilité automatique. Donc en fait, il n'y a pas de bonne raison de ne pas s'abonner. Et d'ailleurs, je vais le mettre une première fois. Abonnez-vous. Voilà, Edoui Plenel, toujours là. Vous l'avez compris, l'organisation de cette émission a été un peu chamboulée entre jours fériés et une fameuse émission d'Alert Libre qui était censée être ce soir, mais qui sera finalement demain. Et d'ailleurs, je crois qu'on peut le dire en exclusivité mondiale. Ce sera donc Alert Libre demain spécial avec Sophie Binet, la nouvelle responsable de la CGT. Donc vous l'aurez appris ici. Et donc, on a préféré vous faire une petite émission à 18h plutôt que pas du tout. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est la 20e. Pour l'occasion, on est très heureux. Ouais, déjà. On est très heureux d'accueillir Mathieu, pardon. Et oui, parce qu'il y a deux Mathilde. Ouais, il y a plusieurs Mathilde à Mediapart. Mathilde Mathieu, qui est donc responsable du pôle société et membre de la direction éditoriale. Mais avant, tu as suivi le Parlement. Encore après, tu as été au pôle enquête et tu as suivi les sujets de migration à Mediapart. C'est bien ça? T'as tout bon. Et tu es là depuis le début? C'est ça? Ouais, 15 ans. Waouh, 15 ans déjà, joyeux anniversaire, hein, c'est cette année. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, d'ailleurs, là, aujourd'hui, on est là plus précisément pour parler du livre La haine ordinaire qui est sorti vendredi dernier. C'est bien ça que tu as là. Je le montre. Vas-y, montre-le, c'est magique. Hop. Et aussi de la soirée que Mediapart organise demain à la salle Olympe de Gouges à Paris dans le 11e, et on y revient dans un instant, on va en parler longuement. Mais pour les gens qui nous regardent pour la première fois, abonnez-vous, c'est donc l'émission qui vous montre les coulisses du journal, qui vous fait rencontrer tous les membres des équipes de Mediapart, les journalistes et les non-journalistes, et pour parler avec elles et eux des sujets qu'ils traitent. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à toutes vos questions à Mathilde, n'hésitez pas à la cuisiner, c'est fait pour ça. Puisque c'est la 20e émission, on a décidé de vous demander votre avis sur ce nouveau rendez-vous, pour savoir ce que vous en pensez et éventuellement s'améliorer, si c'est possible. Et comme on est sympa à Mediapart, sauf si vous demandez à être ajouté à une des newsletters de Mediapart, on ne garde pas votre adresse et vous avez même la possibilité de participer à un concours pour gagner le dernier livre d'Edoui Plenel, dédicacé, l'appel à la vigilance. Donc voilà, si vous voulez nous aider à la construction de cette émission, remplissez ce questionnaire qui a été mis dans le chat par Attire Larigot, qui est donc Jade Bourgerie, j'y arrive jamais, mais elle va me taper dessus, c'est pas grave. Qui a la modération aujourd'hui, et comme d'habitude, pas d'insultes, pas de gros mots, pas de racisme, sexisme, LGBT-phobie, etc. On le sait, c'est toujours plus sympa. Je vous ai préparé une petite revue de la semaine. Qu'y a-t-il sur Mediapart? Hop, et je vous la trouve en direct. Normalement, c'est celle-là. Et après, on commence avec Mathilde. Donc, cette semaine, pas mal de choses à lire, notamment cet article de Hélène Salvi, le MeToo BD. Donc, Florent Rupert est mis en cause par plusieurs femmes. L'auteur de bande dessinée a été visé par une enquête préliminaire classée sans suite en 2022, après 2 plaintes pour agression sexuelle et viol. Mediapart a recueilli d'autres témoignages de femmes le mettant en cause. L'intéressé nie en bloc. Son acolyte Jérôme Mulot annonce mettre un terme à leur collaboration. Donc voilà, c'est un article d'Hélène Salvi. Ensuite, Macron met les lycées professionnels au service des entreprises. Le président de la République a dévoilé jeudi 4 mai les contours de sa réforme du lycée professionnel. Un florilège de mesures pro-entreprise, parmi lesquelles la gratification des stages par l'État.
Les organisations syndicales se disent déjà prêtes à se mobiliser. Et donc, c'est un article de Ilyes Ramdani et Jade Bourgerie, qui est également votre modératrice aujourd'hui. Donc, on la félicite tout particulièrement, parce que oui, c'est une grande journaliste. Ensuite, après l'affaire Quatennens, des insoumis critiques découvrent qu'ils ont été fichés. C'est un article de Mathieu Dejean qui traite la gauche pour Mediapart et que vous avez vu dans cette émission il n'y a pas longtemps. Étude position politique, profil des militants de la France Insoumise ont collecté des informations sur certains de leurs camarades signataires d'une tribune critique de la gestion de l'affaire Quatennens. La CNIL et le comité de respect des principes de LFI ont été saisis, c'est à lire dans Mediapart, et ça a fait beaucoup de commentaires, comme à chaque fois qu'on parle de la France Insoumise, et on va dire que c'est normal. Les deux anciens trésoriers de Marine Le Pen, présents à la manifestation néofasciste à Paris, un article de Marine Turki qui a traité pendant très longtemps l'extrême droite à Mediapart et qui est maintenant au pôle enquête et qui revient à ses premières amours, si j'ose dire. Samedi 6 mai, les groupuscules néofascistes ont manifesté à Paris en cagoule et masque noir. Axel Lousteau et Olivier Duguet, deux anciens trésoriers du micro-parti de Marine Le Pen, Jeanne, étaient présents en marge de ce défilé. Le premier a tenté d'intimider notre photographe. Ambiance. Ensuite, Fabius à 50 ans, Juppé à 57 ans, les membres du Conseil constitutionnel ont touché une retraite précoce. Les 9 membres du Conseil constitutionnel rendront mercredi leur décision sur la seconde proposition de référendum sur les retraites, donc c'était avant. Mediapart a voulu savoir ce qu'il en était de leur pension à eux. Selon nos recherches, plusieurs ont discrètement bénéficié de situations extrêmement avantageuses. Le président de l'institution, Laurent Fabius, a même touché sa retraite à 50 ans et un jour. Et là, il y a un article, je vais pas vous lire la liste des signataires parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux et j'ai trop peur de d'écorcher leur nom, mais c'est la retraite dorée de 80 eurodéputés français grâce à un fonds de pension situé au Luxembourg. Plusieurs centaines d'eurodéputés ont souscrit à un fonds de pension afin de compléter leur retraite déjà généreuse. Parmi eux, au moins 81 élus, dont Investigate Europe et Mediapart ont obtenu la liste. Certains touchent jusqu'à 13 700 € par mois au détriment des contribuables européens. Parmi les bénéficiaires présents ou à venir, Jean-Pierre Raffarin, Harlem Désir ou encore Marine Le Pen. Tiens donc. Hallucinant cet article. J'ignorais complètement. C'est assez fou. Ensuite, faut pas que vous restiez à faire le couscous. Comment un proviseur explique la circulaire sur les abayas. Mediapart a enquêté sur l'application dans un lycée de Marseille des dernières consignes ministérielles sur les signes religieux ostensibles. Plusieurs élèves qui portent des tenues jugées contraires aux règles dénoncent un acharnement de la direction ainsi que des propos scandaleux du proviseur. C'est Yasmine Selami qui a écrit cet article et j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un de Marseille dans le chat. Eh ben, sache que c'était au lycée Victor Hugo, qu'on connaît, qui est pas très loin de la gare Saint-Charles. Bref, salut à tous les Marseillais et les Marseillaises. Ensuite, après, là, c'est les articles dont on va parler ensemble tout à l'heure. Donc voilà, mais il y a encore, là j'ai préparé une revue de la semaine un peu plus courte que d'habitude, même si c'est toujours très long. Mais il y a aussi évidemment les articles sur le couronnement en Angleterre par Antoine Perrault. Il y a le deuxième référendum d'initiative partagée qui a été abandonné, qui a été écrit par Hélène Salvi, ou encore une super série sur les 1 an de Meloni, de Giorgia Meloni en Italie, qui a été écrit par Joseph Confavreux, voilà, sur cette dirigeante ex-fasciste, fasciste, crypto-fasciste, post-fasciste, bref, vous m'avez compris. Et je pense que c'est très intéressant de voir ce qui se passe par là-bas. Alors, on va commencer directement avec toi. Est-ce que tu peux, avant de présenter le livre, etc., nous dire un peu à Mediapart dans quel service tu es, parce que j'ai dit tout à l'heure, mais tu vas le répéter, et expliquer comment ça fonctionne et quel est ton rôle là-dedans. Alors, salut Tariq, t'as presque tout dit, dis-moi. Sur mes 15 ans au journal, aujourd'hui je suis responsable du pôle société, donc où il y a plein de rubriques qui vont de la santé à l'éducation, aux libertés publiques. Gros sujet en ce moment sur la liberté de manifester, notamment en passant évidemment par les discriminations, les minorités dont on va parler maintenant, le logement. Je crois qu'on est 8 maintenant dans ce service. Oui. Est-ce que tu vas réussir à tout
tous et toutes les citer. C'est le piège, hein, c'est le piège. Mais c'est facile parce que je vois leur table là-bas, donc je peux le faire dans l'ordre. Tu veux ? Vas-y. Donc il y a Camille Polony qui s'occupe de la police de la justice. Il y a Faiza Zerouala qui s'occupe de la pauvreté. Je m'avance. Ouais, la pauvreté, c'est Faiza Zerouala. Il y a David Perrotin qui s'occupe des discriminations. Il y a Mathilde Goanec sur l'éducation, Jérôme Gourdeau sur les libertés publiques. Il y a Caroline Coq-Chaudorge sur la santé, Lucie Delaporte sur le logement. Et puis, en ce moment, il y a Jade Bourgerie, notre alternante que tu as citée. La fameuse, voilà. Que le chat connaît très bien. Très bien. Et du coup, là, donc, on est là pour parler du bouquin, La haine ordinaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où il vient et de raconter le lien avec les chroniques de La haine ordinaire que les abonnés de Mediapart connaissent déjà un peu? Oui, bien sûr. Alors, en fait, l'idée remonte à il y a 2 ans maintenant, de lancer sur le site des chroniques de La haine ordinaire. C'est une idée de Lou Sira, qui est une de nos collaboratrices pigistes habituelles. On était en fait en pleine campagne présidentielle, complètement folle. C'est le moment en fait où les sondeurs se mettent à tester Zemmour au second tour. Et où on se retrouve à discuter, le on n'étant pas Mediapart, hein, mais l'état du débat public, à discuter de la francisation des prénoms. Est-ce qu'on a le droit de donner des prénoms africains à ses enfants? Est-ce que oui ou non Vichy a sauvé les Juifs? Est-ce que oui ou non on interdit le port du foulard sur le trottoir? Enfin, voilà, un état cataclysmique du débat public. Et nous, on se dit à quelques-uns, donc Lou Sira et puis d'autres, David Perrotin, Nejma Brahimi qui s'occupe des migrations aussi au service international, qui manquent dans le débat public et même au fond, y compris à Mediapart, la voix des principaux intéressés, de celles et ceux qui sont victimes du racisme sous toutes ses formes, y compris nous, on leur donne pas assez la parole, et donc on lance ces chroniques de la haine ordinaire, qui sont des récits de vie, avec l'envie que ces victimes puissent raconter ce que le racisme vraiment de tous les jours, au travail, à l'école, sur les réseaux sociaux, produit dans leur vie, leur corps quand c'est des violences physiques, mais pas seulement, les micro-agressions, ce que ça produit dans leur intimité, leurs ambitions, leur carrière, etc. Et de raconter tout ça dans le détail en leur donnant la parole, en long, avec des beaux reportages photos, etc. Donc de l'incarner au maximum et de parler autant du racisme anti-asiatique, de l'anti-ziganisme que de la négrophobie, voilà, d'essayer d'illustrer tout ça, et aussi parce que en fait ces voix-là, elles sont largement invisibilisées dans les médias classiques. Elles sont délégitimées, au mieux ignorées, et que on est aussi à l'époque, dans ce moment assez fou, où Cyril Hanouna invite sur son plateau, alors certes des femmes voilées, certes des Roms, pour parler de ce qu'ils et elles vivent au quotidien, mais toujours derrière avec des éditorialistes qui donnent leur avis, et voilà, c'est comme si leur vécu était jeté en pâture, quoi, tous les soirs à la télé, et soumis voilà, aux commentaires parfois racistes des uns et des autres, et voilà, donc leur redonner la parole, c'est ça l'idée de base. Eh ben, on a une première question de Terence qui nous demande, afin de récolter ces témoignages, comment avez-vous procédé? Un suivi des articles de presse publiés sur le sujet, des appels à témoins. Est-ce que ça a par ailleurs été facile de faire parler des témoins et victimes de ces nombreux actes odieux? Ah ouais, plein de super questions. Parce que la question au fond de la sélection, du tri, c'est une question super importante. Alors comment on a travaillé? Selon les journalistes, tout le monde a trouvé des histoires un peu différemment, mais évidemment la presse quotidienne régionale, qui, même si elle le fait pas toujours assez, raconte quand même des histoires parfois hallucinantes. On est passé par les associations mobilisées contre le racisme d'une façon générale, donc qui, via leurs avocats, défendent des victimes, ont connaissance de cas. Je pense, par exemple, à la dernière histoire qu'on a publiée dans les chroniques il y a une dizaine de jours, qui est celle écrite par David Perrotin, d'une mère rome qui mendie devant un supermarché là en région parisienne, et il y a un taxi qui passe, qui la voit avec son enfant, et qui a l'impression qu'elle lui fout de baffe. C'est en tout cas ça qu'il va immédiatement raconter à la police. Et cette femme est immédiatement séparée de son enfant,
qu'elle allaitait, qui avait même pas 2 ans. Elle est visée immédiatement par une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, alors que en fait, il y avait pas de baffe, il y avait pas de violence, le témoignage était, le signalement était complètement bidon. Et en fait, les policiers et l'autorité judiciaire auraient dû s'en rendre compte immédiatement. Donc, elle était relaxée à la fin de la procédure judiciaire. Mais en fait, tout dans le signalement était raciste à la base, en fait, complètement complotiste. C'est-à-dire que ce taxi qui fait un signalement de soi-disant gifle dit tout de suite aux policiers, de toute façon, les Roms, ils sont comme ça, ils volent des enfants, ils trafiquent des enfants, ils sont violents avec les enfants. Enfin, en fait, c'était un ramassis de préjugés anti-Roms. Et ça aurait dû disqualifier immédiatement le témoignage. Et pourtant, elle se retrouve, cette mère, dans un engrenage complètement fou qui fait qu'elle est privée, son enfant surtout est privé de sa mère et ses parents pendant des mois, jusqu'à ce que la justice finisse par la relaxer. Ouais. Alors pour les gens qui nous rejoignent, effectivement, on est en train de parler avec Mathilde Mathieu, qui est du coup au pôle société, d'un ouvrage qui est sorti vendredi dernier, qui s'appelle La haine ordinaire, que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes, d'ailleurs même les mauvaises librairies, et qui est aussi disponible directement depuis l'éditeur. Je crois qu'on a une commande dans le chat, mais on va vous la mettre. Et le but, c'est justement de raconter des témoignages, des voix de personnes victimes de racisme. Est-ce que c'est simplement du racisme ? Enfin, simplement, c'est déjà très bien. Comment vous avez fait le choix, en fait, parce que j'ai vu sur l'affiche LGBTI-phobie aussi de temps en temps. Pour le coup, le sexisme, vous l'avez pas rentré dedans parce qu'il y a déjà des chroniques sur le site. Comment vous avez fait ce choix-là ? En fait, on a décidé, en effet, de circonscrire à racisme, antisémitisme, islamophobie, parce que c'est vrai que Mediapart est déjà très présent sur les violences sexistes et sexuelles, aussi, je crois, sur les LGBT-phobies, et que les voix, il nous semblait, des victimes, par exemple, d'islamophobie, étaient trop peu entendues, trop peu présentes encore dans le journal. Et donc, on a choisi de circonscrire ça comme ça. Et c'est vrai que, sinon, ça devenait en fait des chroniques des discriminations en général. Ouais. Ça perdait un petit peu de son unité, de sa cohérence. Mais pour autant, la soirée de demain soir, à la mairie du 11e, on a choisi de l'étendre à d'autres formes de discrimination, en effet, les LGBT-phobies, la question aussi des droits des femmes, donc parce que il y a un continuum des haines en fait qui est assez évident. Mais et juste pour terminer de répondre à la question de tout à l'heure, sur est-ce que les gens ont témoigné facilement, je crois qu'il y a cette question-là aussi. Qui est une excellente question et la réponse est non. Je crois que il y a une dizaine de journalistes qui ont travaillé pour ce livre et en fait, dans la plupart des cas, les victimes au premier contact n'avaient pas envie de témoigner, pas envie de s'exposer, pas envie de remuer tout ça. Pas envie d'apparaître, de prendre la charge, une forme de responsabilité aussi, de dénoncer tout ça, une forme de à quoi bon aussi. Ouais. C'est une toute petite minorité aussi des histoires, enfin des victimes qui parlent dans ces chroniques et dans ce livre qui ont déposé plainte. D'accord. Et là, on retombe sur le fait que les victimes, assez classiquement, soit n'osent pas aller déposer plainte parce qu'elles sont mal accueillies, soit se disent de toute façon ça donnera rien. Et en effet, je vais peut-être citer quelques chiffres, dont celui qui ouvre ce livre. C'est une enquête de victimation qui montre que chaque année, c'est plus d'1 million de personnes qui se disent victimes d'atteintes racistes, que ce soit des insultes, des violences, des discriminations dans l'accès au logement, etc. Et c'est un chiffre qui est à mettre en relation avec le nombre de condamnations effectives chaque année pour des infractions à caractère raciste et qui tourne autour de 1000, quoi. Donc on a 1000 d'un côté, pour faire un peu schématiquement, 1 million de l'autre. Et nous, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cet entre-deux ? Et il faut donner la parole à toutes ces personnes qui vivent ces discriminations sans pouvoir voir la justice les reconnaître. Complètement. Et est-ce que tu penses que il s'agit, comme on en parlait il y a, je crois, 2 ou 3 émissions sur le film Guet-apens, du peu de plaintes, etc. Est-ce que c'est un manque de reconnaissance de l'aspect raciste des agressions, ou est-ce que c'est une peur d'aller parler à la police, etc.
et à la justice. Je pense que la justice a encore beaucoup de travail à faire. Elle est encore largement défaillante pour mener des enquêtes qui vont permettre de caractériser le caractère raciste d'une infraction. Parce que dans ce livre, il y a 13 histoires, et puis il y a aussi 13 entretiens avec des chercheurs, des chercheuses, des sociologues, des historiennes, etc., dont un sociologue, Ajat, qui a examiné la manière dont 3 tribunaux appréhendaient les infractions racistes. C'est une étude qui remonte à 2019 déjà, donc, mais voilà, qui est encore relativement récente. Et il raconte la difficulté que la justice a à caractériser notamment le racisme anti-maghrébin et la négrophobie. L'antisémitisme, et c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais l'islamophobie sont mieux appréhendés. Sur l'antisémitisme notamment parce que c'est une lutte, la lutte contre l'antisémitisme, des mobilisations qui sont parfaitement légitimes depuis des décennies en fait dans l'espace public, que la justice a l'habitude d'appréhender. Donc là, ça pose pas forcément de difficultés, mais sur d'autres types de racisme en fait. De fait, une histoire particulière. Bien sûr, et sur d'autres formes de racisme, ça semble beaucoup plus difficile. Où les acteurs policiers ou magistrats sont moins allants voilà, sur le racisme anti-maghrébin, par exemple. Alors, on nous pose la question. Je résume schématiquement son étude. Il faut lire le livre. Il faut lire le livre et surtout ce qu'il écrit. Terence nous demande, pour ceux qui n'habitent pas à Paris, est-ce que la soirée sera filmée et rediffusée sur YouTube ? Oui. Oui, mais pas en direct, je crois, mais ce sera comme à chaque fois sur YouTube. Et l'avantage, c'est que demain soir, vous aurez quelque chose de très bien à faire aussi sur Mediapart, c'est regarder la L'air libre spéciale avec Sophie Binet. Beaucoup de choses sur Mediapart. Quel et dilemme. Même en même temps. C'est incroyable. Alors, on comprend qu'ils et elles hésitent à parler à la police. Elle n'est pas bienveillante, la police en ce moment. Justement, ça pose plusieurs questions. Et peut-être, là, vu qu'on va pas rester très 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 longtemps en live, on a décidé de pas faire de lecture d'articles pour l'instant. Mais comme je le dis à chaque fois, vous pouvez vous abonner pour les lire. Mais par contre, est-ce que tu peux nous présenter quelques-uns des articles de cette série de la chronique de l'année ordinaire qui a ensuite initié ce livre? Du coup, on en a choisi 3. Carrément. Même 3,5, je crois. Parce qu'il y en a un qui est en 2 parties. Qui est en 2 parties. Ouais. C'est ça, Ouais, on peut commencer par une histoire qu'a écrite Lou Sira. C'est l'histoire qui ouvre cette série de chroniques qui est formidable. Et Yacine, qui est ce jeune chef d'entreprise qui a été victime de racisme en Haute-Loire, sera d'ailleurs présent demain soir à la soirée pour raconter ce qui lui est arrivé. Je vais essayer Lou écrit ça avec beaucoup de style et de classe, mais je vais essayer de raconter et de résumer. C'est un jeune chef d'entreprise lyonnais qui a plutôt réussi, qui a des voitures de collection, qui a de quoi s'acheter un beau terrain à Saint-Geur, qui est un petit village de Haute-Loire, un village de Juste, comme on dit, c'est-à-dire un coin de Haute-Loire très empreint de christianisme social, qui a été longtemps accueillant pour les juifs, mais aussi pour les protestants, pour les républicains espagnols, etc. Donc il se dit que c'est une terre accueillante. Il achète un terrain, il obtient un permis de construire, et à partir du moment où le permis de construire est déposé, il y a des rumeurs folles qui commencent à circuler dans le village et dans la région. C'est une maison où il y aura 10 chambres, une piscine, une salle de prière, une grande coupole, un garage pour ses voitures de collection, etc. Et en fait, un certain nombre de personnes dans le village commencent à faire courir le bruit que en fait, la piscine, c'est sans doute pour les ablutions, que la salle de prière privée, c'est peut-être plutôt une école coranique, que la coupole, du coup, c'est peut-être une mosquée. Le maire se renseigne auprès des renseignements territoriaux des services pour savoir si le mec est clean. Il est clean. Les renseignements lui répondent, donc lui est rassuré, mais ça n'empêche pas les rumeurs de continuer à courir, et jusqu'au jour où en fait un incendie est déclenché sur son chantier. À ce jour, on n'a toujours pas trouvé qui avait mis le feu à son chantier, mais en tout cas, Yacine a dû renoncer à s'installer dans ce village. Et c'est un article qui raconte en fait le poison de la rumeur. Voilà, comment les préjugés des uns et des autres lui pourrissent la vie. Avec une petite anecdote au passage que je trouve folle, c'est le fait que parmi celles et ceux qui ont fait courir la rumeur, il y a la mère de Laurent Wauquiez,
mais oui, qui décroche visiblement son téléphone pour appeler des confrères, des consoeurs de la presse régionale et leur dire mais vous devriez enquêter sur il y a une mosquée qui va être construite à Saint-Jean, etc. Donc elle-même fait courir le bruit. Voilà. Et oui, je vois que tu t'arrêtes sur les citations, les belles citations du papier. On ne sait pas qui a mis le feu, mais on sait qui a allumé la mèche. Ouais. Voilà. Mais là, justement, il y avait une question un peu. Avez-vous décelé des constantes entre les différents récits? Et dans l'affirmative, lesquelles? Minimisation des faits commis par les auteurs, impact psychologique sur les victimes. Est-ce qu'il y a, il y a de ça? Est-ce que ça permet de faire un tableau un peu du racisme en France? En tout cas, moi, parmi les choses qui m'ont frappée, c'est l'impact, pour reprendre l'expression de Terence, c'est ça. Sur les victimes, au-delà des cas où il y a des violences physiques lourdes, etc., c'est parfois sous-estimé l'impact psychologique. On a plusieurs de nos témoins qui racontent la dépression, les cachets, qui racontent l'isolement, les doutes, parfois l'arrêt de travail. Enfin, en fait, ça peut être des grands bouleversements, ça peut être un poison lent, mais en tout cas, ça a toujours un impact fort dans la vie des gens, dans leur intimité. On a aussi l'histoire d'une artiste franco-mongole qui raconte comment elle a passé son enfance, c'est la fille d'un couple mixte, à essayer d'être la plus blanche possible, cacher ses origines à l'école, et comment en fait ce rapport à sa peau et à son corps, ça a gâché pendant longtemps sa vie intime, sa vie sentimentale, sa vie amoureuse, et comment elle a mis du temps à s'accepter. Et voilà, j'ai répondu à une des 4 ou 5 questions. Je regarde. Minimisation des faits commis par les auteurs, bien sûr. Est-ce que là, on se concentre pas beaucoup sur les auteurs des actes, plus sur justement les récits des personnes victimes de racisme? Tout à fait. C'était ça l'idée. C'était vraiment ça l'idée des chroniques. C'était leur donner la parole, leur permettre de raconter en long ce que ça fait en fait dans leur vie. Le racisme, y compris le plus insidieux, pas forcément les coups. Bon, dans le livre, il y a aussi une histoire que raconte David Perrotin d'une tentative de lynchage dans le sud de la France, où c'est 2 jeunes noirs qui vont dans une fête de village et qui vont avec des potes boire des bières et qui soudain se retrouvent accusés par une foule d'avoir piqué à la seringue dans la fête. L'enquête montrera qu'il n'y a eu aucune piqûre à la seringue. Là encore, c'est une rumeur qui s'embrasse comme ça en un rien de temps. Mais en tout cas, ils sont désignés par la foule à la vindicte et ils se retrouvent, et pour l'un d'eux, très gravement tabassés. Et la justice, dans ce cas-là, n'a pas retenu le caractère raciste de l'agression. Ce sera un des enjeux du procès qui se tiendra début juin. J'espère que l'enquête ou la contre-enquête de David permettra d'avancer sur ce sujet. Il y a quand même des gens dans la foule qui disent les Noirs, ils sont là-bas, les Noirs sont là-bas. Ok. Ok. On a plusieurs. Glooby Boulga, maintenant je sais le prononcer, qui était là la semaine dernière. Il y a une émission très intéressante sur France Inter qui parle des conséquences des discriminations sur la santé mentale et physique des victimes avec Rokhaya Diallo. Notamment. Merci du conseil. C'était passionnant. Je l'ai écouté et ça donne, et ça raconte comment en fait les preuves scientifiques sont là sur l'impact des discriminations sur la santé psychique, mentale des gens. Tout à fait. Alors, l'extrême droite se bat aussi contre l'art en faisant de la fake news. Il y a encore une polémique au Palais de Tokyo qui expose des œuvres d'art. Ouais, et ensuite, merci pour cette présentation qui souligne l'importance de conscientiser les violences quotidiennes qui ne sont pas toujours complètement perçues comme telles par celles et ceux qui les vivent. La colonisation des esprits à la peau dure et les violences sont incorporées avant d'être conscientisées. C'est vrai, récemment, il y a une association de journalistes racisés et antiracistes qui s'est montée et justement pour essayer de contrer cette vague de la France n'est pas raciste et le racisme n'existe pas en France et que ce serait quelque chose venu des universités américaines ou quoi. Est-ce que tu as un regard sur cet asso? Est-ce que tu as suivi un peu ce qui s'y fait, etc.?
Oui, c'est formidable. Il y a plusieurs journalistes de la rédaction qui sont membres actifs, et c'est Radija notamment qui est porte-parole, l'une des porte-paroles, je crois. Et oui, c'est très bien. Et le travail qu'ils et elles sont en train de faire sur les réseaux sociaux pour épingler. Alors, ça sert à rien, si j'ai bien compris leur démarche, d'aller épingler ces news ou des plateaux où de toute façon le racisme a complètement libre parole. Mais c'est plutôt pour faire un travail un peu plus fin et épingler les biais racistes, parfois inconscients, dans la rédaction, dans un titre, dans une une. Voilà, c'est formidable. C'est intéressant, c'est le côté à la fois, du coup, la JAR gère à la fois le traitement médiatique des questions, le traitement médiatique et donc le racisme dans certains papiers, certains biais racistes, etc. Et aussi dans les rédactions, comment faire en sorte de mieux augmenter la représentativité aussi des premières et des premiers concernés. C'est la JAR, voilà, petite annonce. Ensuite, Terence, je suis sûr qu'il y a encore 10 bonnes questions, comme souvent. Concernant l'histoire avec ce prof d'économie et maire LR d'une petite commune, le bougre a eu un culot phénoménal. Alors que de nombreux élèves ont été témoins de ses nombreux propos extrêmement problématiques, il est parvenu à se victimiser en jouant la carte du racisme anti-blanc et la blague et à rédiger. Ah oui, d'accord, on parle de Marseille là. Je pense qu'on parle d'Angers, un prof d'Angers dont Ilyes Ramdani chez nous a fait le portrait, entre guillemets, qui travaillait, je crois, mais je crois que c'était un lycée catho, j'ai un doute sur public ou privé, mais qui tenait des propos du genre, notamment à des mineurs non accompagnés qui étaient scolarisés dans sa classe. Ah, toi, t'es musulman, c'est un problème. Et donc, qui a été jugé, ce monsieur. Parce que plusieurs de ses élèves ont déposé plainte. Très bien. Alors, on a un... Et en effet, il s'est dit, tiens, il y a un filon éditorial, je vais sortir un bouquin pour raconter à quel point je suis victime d'une cabale, celle de Mediapart et celle de tous les wokistes de C'est nous. Et donc, il a fait une superbe vidéo sur Valeurs Actuelles qui a relayé tout ça. Mais oui, Terence à l'œil. Ouais. Et effectivement, oui, je sais pas si je l'ai cité, c'est la JAR. C'est Cato, oui, c'est ça. Et c'est un lycée Cato. Un deuxième article, le 14e sur une série de 30, mais je crois que ça peut continuer, c'est ça? Est-ce que c'est le 30e? Je crois que c'est ça. Enfin. Du coup, la fanfare, le juif et les blagues antisémites de Prisca Borel. Tu nous le présentes aussi Oui, c'est l'histoire de Jonas Pardo. Ça a commencé par un billet de blog dans le club de Mediapart qui nous a donné l'idée d'aller enquêter sur son histoire. Il raconte, il y a une dizaine d'années, il était étudiant dans une école de commerce et il a eu envie de rejoindre la fanfare de l'école. Alors évidemment, une fanfare, des soirées, c'est le lieu pour des blagues, et ça, c'est pas un problème. Sauf que lui, il a réalisé, après plusieurs années un peu d'amnésie traumatique, qu'il avait été victime d'un harcèlement antisémite. Il faisait l'objet de plein de blagues, très gros guillemets, sur sa judéité. Donc, dans une soirée, il raconte qu'on lui a mis, pour le lui faire manger, un cœur de porc sur la tête, ou qu'il s'est retrouvé à poil pour qu'on vérifie s'il était bien circoncis. Ou voilà, il raconte plusieurs épisodes de ce genre. Et pour lui, c'est pas que pour lui, c'est une forme de harcèlement antisémite qu'il a mis un peu du temps à réaliser. Et ce qu'a fait Prisca Borel dans cette enquête, c'est de retrouver les protagonistes de l'époque pour leur soumettre les souvenirs de Jonas et voir comment il et elle se rappelaient de ces épisodes-là, s'ils avaient des remords, s'ils avaient compris avec le temps à quel point c'était problématique et antisémite. Et alors, il y a ceux qui voient aujourd'hui le problème, puis ceux qui le voient toujours pas. Voilà, alors d'ailleurs il y avait aussi des blagues à l'encontre de la putafrange, ou voilà, les uns et les autres avaient des surnoms aussi joyeux. C'est un environnement très toxique. Complètement. Ouais. Voilà. On relit en même temps l'article. Et donc Jonas Pardo sera lui aussi demain soir à notre soirée à la mairie du 11e
pour raconter tout ça et dire aussi ce que ça lui a fait de témoigner, de prendre la parole là-dessus, ce que ça a pu déclencher aussi dans son entourage ou dans les milieux militants à gauche dans lesquels il intervient. Oui, lui-même est maintenant un militant antiraciste voilà. par transparence, qui a fait une formation à Mediapart sur l'antisémitisme précisément. Oui. Donc, voilà, donc c'était des blagues sur la Shoah, sur les chambres à gaz, enfin, c'est toujours les mêmes blagues. Fun. Ensuite, tu voulais nous en montrer un autre. Alors, justement, moi, j'avais une question parce que on a commencé d'abord. Voilà, c'est celui-là d'abord. Michel Deléan, qui a écrit donc cet article: cible de l'extrême droite, le maire de Saint-Brévin victime d'un incendie criminel. Un incendie criminel a endommagé la maison où dormait le maire de Saint-Brévin-les-Pins et son épouse. Sur place, on soupçonne les opposants au futur centre d'accueil pour réfugiés qui doit ouvrir à la fin de l'année. Alors cet article-là, il n'est pas rentré dans la catégorie de chronique de la haine. Pas précisément, mais en tout cas... Mais ça rentrait parce qu'il y avait déjà d'autres articles, dont celui de Nejma, en fait, qui traitait de cette même affaire. On a raconté initialement ce qui s'est passé à Calac. Peut-être vous en avez déjà parlé ici. Je sais pas. Non, vas-y. C'est l'occasion. À Calac, où il était prévu l'ouverture d'un centre d'hébergement pour réfugiés. Et je dis bien réfugiés, en plus des réfugiés statutaires. Donc les élus y étaient favorables. C'était financé en partie par un fonds philanthropique privé qui s'appelle la Fondation Merci, qui est dirigé par notamment des frères qui porte le nom de Cohen. Vous verrez que ça a son importance. Et en fait, Calac a été le lieu d'une mobilisation d'extrême droite assez inédite, des gens de Reconquête, des gens de groupuscules d'ultra-droite, des groupes régionalistes d'extrême droite. Et il y a eu plusieurs manifs, il y a eu un nombre incroyable de menaces proférées à l'encontre des élus, des intimidations, au point que cette mobilisation a fini par décourager le maire, notamment de Calac, et donc le projet est tombé à l'eau et a été enterré. Et Calac, c'est ce que l'extrême droite a appelé, c'est ce que ces groupuscules d'extrême droite qui se sont mobilisés là-bas en Bretagne ont appelé la mer des batailles. Ils ont beaucoup mobilisé en fait autour du concept de grand remplacement. Donc tout le monde connaît maintenant cette idée, ce concept, cette théorie raciste complotiste de Renaud Camus qui voudrait qu'on soit à terme les Européens blancs grands remplacés par des migrants du Maghreb et d'Afrique subsaharienne, le tout piloté par des juifs qui seraient aux manettes et qui auraient pour projet de nous grands remplacer. Et donc c'est une thèse qui montre bien le continuum qu'il peut y avoir entre l'antisémitisme et d'autres formes de racisme. Et donc, pour éviter ce grand remplacement, ces groupuscules d'extrême droite ont envahi ce petit bourg breton. On fait capoter le projet. Il y a même des croix qui ont été gammées, je crois, qui ont été dessinées dans les rues de Calac. Et après cette victoire... Ce terme, c'est ce que dit Edoui Plenel, abonnez-vous, dans son dernier bouquin. C'est qu'en fait, ces termes-là, ils ont une implication directe et une matérialité directe après, en acte. Et que c'est ça aussi que vous racontez. Tout à fait. C'est pas seulement des bouquins et des théories fumeuses, ou même qui seraient exposés sur les plateaux télé. C'est aussi des gens de plus en plus même qui passent à l'acte dans les rues un peu partout en France. Et donc après cette première victoire à Calac, les mêmes groupuscules ont jeté leur dévolu sur Saint-Brévin-les-Pins. Qui est pas très très loin et où alors c'est même pas l'ouverture d'un centre d'hébergement qui est prévu, c'est la construction d'un nouveau CADA, donc c'est un centre d'accueil pour des demandeurs d'asile et il doit simplement être déplacé plus près d'une école. Et donc c'est le prétexte à une nouvelle mobilisation de tous ces groupuscules qui de nouveau organisent des manifestations, de nouveau menacent, de nouveau intimident, jusqu'à ce que, je ne dis pas, puisqu'on ne sait pas qui a mis le feu, mais jusqu'à ce que le maire de Saint-Brévin voit ses voitures et son domicile incendiés volontairement. L'enquête
est en cours. Alors là, c'est drôle, les deux lires aussi se renvoient la balle. À Saint-Brévin, la solidarité avec les réfugiés triomphe des fauteurs de haine. Et à Calac, comment la solidarité a perdu contre l'extrême droite. Donc on voit que c'est une bataille qui continue. Et du coup, en lien avec celui-ci, il y avait donc le fameux article de Nejma Brahim. À Saint-Brévin-les-Pins, les réfugiés font le bonheur des habitants depuis 2016. Ça fait du bien. Mais oui, parce que c'est ça. Dans cette commune de Loire-Atlantique, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile a été créé au moment du démantèlement de la jungle de Calais. Donc on en revient encore à des histoires qu'on connaît. Près de 400 personnes y ont transité depuis, sans heurts, avec le soutien de nombreux habitants, jusqu'à ce que l'extrême droite s'empare du sujet en 2022. Ouais. Mais c'est ça qui est fou, c'est que là, l'extrême droite mobilise en faisant croire qu'il y a un nouveau centre qui va ouvrir et que ça va être la catastrophe, l'envahissement, que les enfants de cette école qui seront à côté sont soudainement en danger parce que des hommes demandeurs d'asile afghans, soudanais, etc. vont s'installer là. Mais en fait, c'est ce que raconte Nejma. Il y a à peu près 400 personnes depuis 2016 qui ont été hébergées dans le CADA initial. Sans que ça ne pose aucun problème. Nejma a appelé les forces de l'ordre, la préfecture, qui ont confirmé qu'il n'y avait jamais eu aucun problème de délinquance, même minime, lié à la présence de ce CADA. Et au contraire, elle explique que plusieurs de ces demandeurs d'asile, par ailleurs, ont ensuite obtenu le statut de réfugié pour certains d'entre eux, ont trouvé du boulot dans le coin, ont contribué en fait à la vie, y compris économique. À croire que c'est des humains en fait. Village, c'est ça, voilà, et que tout se passait jusqu'ici très très bien, alors que en 2016 il y avait eu aussi des inquiétudes initiales, il y avait aussi des gens qui s'étaient dit oh là là, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là, il y avait aussi je crois eu une fenêtre cassée, etc. et tout s'était tranquillement apaisé. Parce que voilà, la démonstration a été faite que c'est pas quelques dizaines de demandeurs d'asile qui vont mettre le feu à un village comme celui-là et que, au contraire, ils peuvent apporter beaucoup. Alors, il y a une question. Quel a été pour le moment le retour des médias par rapport à ce livre ? Y a-t-il eu des articles de presse ou des invitations à la radio ou à la télé vous permettant de présenter ce travail collectif ? Est-ce qu'il y a... Eh ben, pour l'instant, on a eu peu de relais. CNews vous a pas appelé encore ? CNews n'a pas appelé. On attend les invitations avec plaisir. Voilà, mais c'est pas un sujet qui mobilise beaucoup dans les rédactions. Alors, je regarde en même temps le chat. Hop, on n'a pas de nouvelles questions. N'hésitez pas. C'est fou comme il est si facile d'organiser une manif d'extrême droite sans que les préfectures ne semblent mesurer le danger. Je crois qu'il y a eu une dépêche là rapidement. Il me semble que Gérald Darmanin a annoncé que les manifestations sur la manif de ce week-end dont tu parlais. devraient être interdites. Mais il y a d'ailleurs un article dans Mediapart sur ce sujet-là. Et je crois que c'est même... Voilà, ça y est, c'est sorti. Allez, je vous le mets. Manifestation néo-fasciste autorisée, le préfet de police Nunez est lâché par Darmanin. Et on avait tout à l'heure une série d'articles entre justement le défilé néo-nazi de Paris qui s'est achevé par du rock arien dans la salle Simone Veil, mais aussi les articles dont je parlais tout à l'heure sur l'extrême droite en Italie et je sais plus quoi, mais il y en avait plusieurs mis en scène ensemble. Alors si Darmanin annonce qu'ils vont interdire toutes les manifs d'ultra-droite, ça va faire beaucoup d'interdictions, tout ça. Bon. Et à Calac, en effet, d'ailleurs, les militants favorables à l'accueil des réfugiés s'en plaignaient. Ces fameuses manifs d'extrême droite n'ont jamais été interdites. Ils ont pu défiler tranquillement avec leur slogan dans les rues du bourg sans que ça pose de problème. Contrairement après, il y a des enquêtes qui sont en cours. Les parquets ont ouvert des enquêtes sur les intimidations, sur les menaces, etc. Mais on ne sait pas trop où ça en est, mais on suivra ça de très très près. Voilà. Et je glisse aussi que demain soir, à notre fameuse soirée, j'allais te demander. Il y a l'une des adjointes du maire de Calac, l'une de celles qui était le plus engagée en faveur de l'accueil des réfugiés, qui sera là, qui viendra raconter à la fois le projet et puisque toutes ces pressions et ces manifestations ont produit dans leur à Calac. Voilà. Et du coup, raconte-nous un peu demain, fais-nous la liste des invités, vends-nous ce programme. Il va y avoir des débats. Donc il y a plusieurs des témoins et des victimes du livre qui viendront raconter.
qui seront accompagnés de la secrétaire générale de la CNCDH, qui est cette autorité administrative indépendante qui est notamment chargée de la lutte contre les discriminations, qui fait tout un travail super intéressant aussi avec des chercheurs pour essayer d'objectiver le niveau de tolérance en France. Et donc, il y a un indice de la tolérance qui permet de mesurer sur les dernières décennies comment la tolérance évolue. C'est d'ailleurs le petit point, la petite touche d'optimisme, parce que grosso modo, cet indice de tolérance montre que sur les dernières années, la tolérance ne baisserait pas, voire s'améliorerait un petit peu. Et donc Vincent Tibéri, qui est un chercheur, un sociologue qui en particulier a travaillé sur cet indice de tolérance, nous fait un peu respirer en disant que les nouvelles générations, les millennials comme il dit, sont plus tolérantes que les précédentes. Le gros point noir, en particulier, on en parle toujours trop peu, c'est l'antiziganisme. C'est la forme de racisme encore et de préjugés la plus répandue dans l'opinion française. Voilà. Ouais, la homophobie qui sont très présentes. Et du coup, ça, c'est le premier plateau. Et puis ensuite, c'est Ilyes Ramdani qui animera cette discussion-là. On va donner la parole à 5 représentantes ou représentants d'associations mobilisées contre les différentes formes de racisme pour avoir leur diagnostic et puis pour se demander ensemble, en fait, face à CN Ordinaire, comment on mobilise, quelles sont les bonnes stratégies. Et en particulier dans ce moment assez fou qu'on vit où, en effet, l'ultra-droite manifeste encadré par la police dans les rues de Paris ou ailleurs en France. Et donc, il y aura le président de la LDH, Patrick Baudouin, qui s'est retrouvé dans le viseur de Darmanin, qui a quand même menacé de retirer les subventions à cette association née de l'affaire Dreyfus, qui s'est retrouvé accusé parce que... qui s'est retrouvé accusé d'avoir défendu l'imam Iqwisen. Bref, il y aura aussi le planning familial qui sera là avec Sarah Durocher, sa coprésidente. Il y aura la secrétaire de la LAB, Graziella Crocetti, et puis Safia Haït Ouarabi, qui est la vice-présidente de SOS Racisme et qui, je pense, nous racontera notamment tout ce qui se passe dans les facs en ce moment, les agressions par l'extrême droite, les agressions racistes, l'antisémitisme virulent qui revient avec des groupuscules qui s'appellent par exemple Waffen-Assas, voilà. Et puis il y a un enjeu quand même sur l'éducation, notamment supérieure. On se rappelle des diatribes sur l'islamo-gauchisme qui est rentré dans les facs, les fameuses, ce que racontait je crois que c'était Terence dans le chat tout à l'heure, sur les universités. Il y a une bataille qui se passe dans les facs sur l'extrême droite et sur le racisme. Et vous avez dû voir récemment, en fait, que Vidal, l'ancienne ministre de l'enseignement supérieur, qui s'était laissé complètement embringuer, où c'était très volontaire aussi de sa part, mais pas dans la lutte de Blanquer contre le wokisme et les islamo-gauchistes à l'université, qui avait prétendu avoir lancé carrément, demandé au CNRS une enquête sur l'islamo-gauchisme dans les universités, qui avait annoncé ça non seulement à la télé, mais aussi, je crois, à 2 reprises dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et on a appris récemment qu'elle avait menti, qu'elle n'avait jamais lancé d'enquête, que le CNRS n'avait jamais été saisi pour mener une enquête de ce type. Le CNRS, de toute façon, avait fait savoir qu'il ne le ferait pas, que c'était pas une étude scientifique qui lui aurait été demandée, qu'il se prêterait pas à ce jeu-là. Et donc, elle a fini par reconnaître contrainte et forcée, puisque c'est dans le cadre d'une procédure en justice où il était demandé au ministère de fournir les documents administratifs auxquels tout citoyen a droit, que tout citoyen a le droit de consulter, de fournir les documents administratifs montrant quelle enquête avait été lancée. Donc, le ministère a dû finir par reconnaître que jamais aucune enquête avait été lancée et que tout ça, c'était la fumée et voilà, un délire. Et que la ministre elle-même s'était autorisée à annoncer ce et encore une fois, ça fait parler pendant des semaines. Pendant des semaines, on ne parle que de ça. Le gouvernement s'attaque aux islamo-gauchistes à l'université. Et bon, tout ça, en fait, n'était que du vent, mais évidemment, on l'apprend. On a la confirmation 2 ans plus tard, donc ça passe complètement inaperçu. Et du coup, dernier plateau. Et le dernier plateau, on a souhaité inviter des artistes qui se retrouvent ciblés, cyberharcelés ou même ciblés dans leur salle de concert ou par l'extrême droite. Et donc, il y a Medine, le rappeur, qui sera là, qui va nous raconter... alors lui, c'est une cible de premier choix. Et comment il résiste contre ça, comment il lutte, y compris sur le plan juridique, pour ne pas se laisser impressionner quand il y a des annulations, etc. Et puis aussi Tata Foxy, qui est une drague qui appartient au collectif queer Paillette,
qui est une de ces dragues qui, depuis quelques temps, multiplie les lectures dans des bibliothèques à l'intention des enfants. C'est des shows et des performances assez géniales. Et c'est l'une des nouvelles cibles de l'extrême droite LGBT-phobe. Donc on a vu ces derniers temps, il y a eu plusieurs articles dans Mediapart, comme aux États-Unis, que des lectures étaient ciblées par des militants qui obtenaient l'annulation ou la reconfiguration des lectures qui sont plus destinées aux enfants mais seulement aux adultes. Voilà, il y a eu des mobilisations comme ça à Toulouse, à Nantes, et là aussi avec certains succès pour l'extrême droite. C'est ça qui est assez terrifiant ces derniers mois, c'est à quel point ils enchaînent quand même victoire sur victoire. Et donc, on a voulu donner la parole à l'un de ces collectifs queer. Et donc, Tata Foxy sera là pour raconter tout ça. Comment, selon elle aussi, il faut lutter. Et qu'est-ce qu'il peut aussi y avoir de joyeux dans la lutte. Ouais, complètement. Mais voilà, comment tout ça, quand même, se reproduit ville après ville depuis plusieurs mois et toujours sur le modèle de ce qui se passe aux États-Unis. Voilà. Oui, complètement. Et Edgar Yves aussi, qui sera... Edgar Yves, je crains qu'il fasse forfait. Non. Ah mince, bon, il était annoncé. Ouais. Mais d'accord, voilà, on le dit pas. On va voir. Très bien. Et du coup, tout sera à retrouver aussi donc sur la chaîne YouTube et sur Mediapart. On a intitulé ce plateau, et d'ailleurs toute la soirée, vous n'aurez pas notre peau, puisque l'idée c'est quand même face à tout ça, comment on fait, comment on s'unit, voilà. Les fameuses causes communes chères à Eddie Plenel. C'est ça. Allez, je mets un petit abonnez-vous, c'est obligé. Abonnez-vous. Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc tout ça, c'est à 18h. Enfin, l'entrée, on ouvre les portes à 18h. Ça commence à 18h30. Et si vous êtes à Paris, sachez que j'ai eu quelques échos. Il y a beaucoup d'inscrits. Donc, venez à 18h. Voilà. On doit faire rapide aujourd'hui. Donc, on va passer directement à la question que tout le monde attend à chaque fois. Les conseils lecture de Mère Castor. Ah ouais. Mère Castor, raconte-nous une histoire. Même deux histoires. Voilà, alors tu nous as proposé, comme d'habitude pour les gens qui nous regardent pour la première fois, c'est Edoui qui avait initié ces conseils culturels, lecture, cinéma, séries, etc. Alors toi, tu as choisi plusieurs livres. Déjà, Marilyn Monroe, Fragment. Raconte-nous. Ah, je peux pas te raconter parce que c'est trop intime, mais je recommande parce que en plus dans ces temps de MeToo, on oublie trop souvent que c'est l'une des premières actrices quand même à avoir dénoncé les violences sexuelles, avoir raconté le viol dont elle a été victime et ce qu'elle a écrit tout au long de sa vie depuis ses 18 ans et jusqu'à sa mort en 1962, des poèmes, des petites notes qu'elle faisait comme ça au restaurant sur des bouts de nappe, etc. Mais c'est assez fabuleux, c'est très poétique, voilà, et ça a été rassemblé il y a quelques années dans un livre qui s'appelle Fragment et qui montre à quel point celle qui passe beaucoup trop souvent pour une espèce de poupée boniche et seulement un sexe symbole a beaucoup réfléchi à sa condition, à la manière dont les hommes et Hollywood l'a traitée, et elle a dénoncé très tôt beaucoup de choses qui émergent enfin en ce moment, voilà, et avec beaucoup de poésie. Ensuite, on avait La nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Ah oui, ça c'est ma passion pour Simone Signoret. C'est vieux ce livre, c'est les années 70. Mais voilà, c'est Simone Signoret, quoi. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que c'est une autobiographie? Non. Ouais, c'est elle qui a écrit sa biographie et qui raconte tout son parcours, ses films, son voyage en URSS, ses désillusions vis-à-vis du communisme, enfin du stalinisme en particulier, ses films avec Costa Gavras, L'Aveu, etc. C'est aussi son histoire avec Montand, mais aussi justement la boucle est bouclée, sa rencontre avec Marilyn Monroe. Et sa sororité avec Marilyn Monroe même, voilà, c'est un livre magnifique aussi, beaucoup de style. Très bien, il y en avait un autre ensuite. J'ai découvert tout récemment que Nina Simone en fait avait choisi son nom Simone en hommage à Simone Signoret. Ah ouais. Alors là pareil, la boucle est aussi bouclée. Incroyable, vous l'aurez appris sur Mediapart. C'est dans toutes les biographies de Nina Simone, je l'ai découvert un peu tardivement. Hop, là je l'ai trouvé, c'est pas le bon, mais il y en avait un autre, mais j'ai pas. Ah si, le lien est. Je me suis trompé dans les liens, il est sur l'autre. Voilà, Anne-Marie. Hop. Ah oui. Voilà, raconte-nous. Ça aussi, Anne-Marie Schwarzenbach.
Je sais pas si vous connaissez, mais j'ai mis la biographie parce que c'est super pour entrer dans son œuvre. Oh là là, c'est une romancière, poétesse, aventurière née en Suisse qui a un parcours incroyable, qui s'est battue contre le nazisme. Elle vient d'une famille de magnats suisses proches des nazis. Ouais. Et elle va s'élever complètement contre la culture familiale. Elle va être proche des enfants de Thomas Mann qui se mobilisent par le spectacle, le théâtre, le cabaret contre le nazisme. Elle part vivre des aventures à Téhéran. Elle est lesbienne. Elle épouse un diplomate gay. Et du coup, elle a un passeport diplomatique qui lui permet de voyager partout dans le monde. Elle se retrouve aussi à Kaboul. Enfin, à chaque fois, elle écrit tous ces récits d'aventure. Voilà, c'est extraordinaire. Fascinant, tu donnes envie de les lire. Il faut lire. Et tu nous as mis un bonus ciné, Les Voleurs de Téchiné aussi. Donne-moi envie encore une fois. J'ai mis ce film, j'aurais pu en mettre tellement d'autres. Mais c'est un film, moi en tant que lesbienne, qui m'a marquée. Parce que il y en a pas eu beaucoup dans les années. C'est un film du milieu des années 90, je crois que c'est 96. Qui montre une histoire d'amour entre Catherine Deneuve et Laurence Scott, qui est une actrice qu'on a beaucoup moins vue depuis, mais avec des scènes hyper sensuelles entre Catherine Deneuve et elle dans une baignoire. J'ai des souvenirs comme ça. J'ai été hyper marquée par ce film de Téchiné, comme beaucoup d'autres chez Téchiné en fait. Qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, mais cette représentation de l'amour lesbien, alors à l'époque c'était encore une époque où les histoires finissaient mal, hein, donc Deneuve, spoiler, attention, fermez vos oreilles, se suicide à la fin, voilà, par amour on peut dire, mais voilà, il y a des scènes superbes. Les films LGBT, mais oui, c'était d'avant le Pax, avant, tu vois, c'est vieux. Ouais. Et ouais, c'est soit du suicide, soit le VIH, soit des agressions. Incroyable. Ok, merci beaucoup pour tout ça. Merci à toi, Tariq. Je crois qu'on a quand même quelques petites questions qu'on a laissé passer si on a le temps rapidement. Et je déborderai après moi. Quels sont les éléments que vous souhaiteriez retenir des entretiens menés sur ces questions avec les experts qui se retrouvent dans ce livre? Oui, on n'en a pas du tout parlé. Il y a en fait 13 entretiens avec des filles, je dis un petit mot, des chercheuses, des chercheurs. Qu'est-ce que je retiens? Oh là là, il y a 1000 choses, mais peut-être sur l'islamophobie quand même. C'est d'ailleurs l'entretien qui clôt le livre avec Nilufer Göl, qui a étudié l'islamophobie dans plein de pays d'Europe et qui raconte à quel point l'islamophobie, d'une certaine manière, n'a toujours pas ses lettres de noblesse dans la lutte antiraciste. J'ai vu d'ailleurs que la LICRA nous reprochait là sur les réseaux sociaux d'avoir inclus l'islamophobie dans le livre. Et, voilà. Ah ouais. Donc je pense que c'est un point hyper important. Je ne sais pas si vous avez vu l'enquête qu'on a publiée ces derniers jours sur les attaques de mosquées depuis 2019. On a fait une recension de toutes celles qui étaient, en tout cas, publiques, qui avaient été... donc, on en a 77. Et ce qui est assez fou dans cette recension, c'est le lien, la corrélation, en tout cas temporelle, entre, par exemple, les moments... Enfin, on voit que les attaques redoublent, notamment au moment où Gérald Darmanin veut imposer sa charte des principes de l'islam. En gros, pour faire très très vite, à chaque fois que le pouvoir veut faire de l'islam de France un problème, ça a des conséquences très directes sur les tags. Alors, c'est pas toujours des attaques, hein, mais des tags qui sont faits sur les murs, des têtes de porc qui sont déposées. Voilà, c'est ça, mosquée attaquée, cette série noire que l'État ne veut pas voir, qui est une enquête de Lou Sira et de Donatien Huet. Parce qu'en fait, c'est impossible d'avoir la liste en France des lieux de culte, quels qu'ils soient d'ailleurs, qui sont attaqués. Donc tous les actes anti-religieux. Donc on a quelques données qui sont données par le renseignement territorial. On a le chiffre global, mais on n'a pas le détail lieu par lieu ou ville par ville, ni les dates exactes. Donc on a essayé de faire nous-mêmes ce travail. On est loin d'avoir retrouvé l'ensemble des actes islamophobes qui ont été commis, enfin en tout cas des atteintes aux lieux de culte musulmans qui ont été commis, mais on en a quand même recensé 77 et la liste est assez impressionnante. Voilà. Ouais.
Merci beaucoup. Merci à On toi, te Tariq. lit dans Mediapart. Donc, comme je le dis à chaque fois, vous pouvez vous abonner gratuitement pendant 1 mois en regardant sous cette vidéo si vous nous regardez en live directement sur Twitch. Et encore une fois, c'est sans carte bleue, sans reconductibilité, etc. Donc, n'hésitez pas. Vous retrouverez toutes les vidéos des entretiens demain sur, mais je l'ai déjà dit, sur Mediapart. Vous pouvez venir, bien sûr, demain à la salle Olympe de Gouges à partir de 18h si vous êtes pas loin de Paris. Et voilà. Venez. Et toi, on te retrouvera forcément dans Abonnez-vous un jour Dans pour d'autres parler encore aventures, plus Tariq, longuement, mais tout à fait. pour parler plus longuement de toutes tes expériences avant ce livre et ce super projet que vous faites. Volontiers. Merci beaucoup. Merci à vous. Et tu peux y aller. Moi, je finis Merci. juste par quelques petites annonces. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Donc, si j'ai déjà dit Olympe de Gouges demain à 18h dans le 11e. Et ensuite, je cherche ma petite caméra parce que j'ai pas l'habitude que ce soit si rapide. Je m'étais à peine habitué que c'est déjà fini. Je sais plus ce que je cherche. Voilà. Magnifique. Et la petite musique de fin que j'ai perdue. Voilà. C'est parfait. Donc je disais qu'il y a aussi, si vous voulez voir le documentaire qui a été produit par Mediapart, Guet-apens, les crimes invisibles, partout en France, il y a une série de projections avec les réalisateurs et réalisatrices Sarah Berthe, David Perrotin, Mathieu Magnodex et Valentine Auberti. Et donc je crois qu'on a une petite commande dans le chat, je vais vous le mettre. Si je le retrouve, c'était Guet-apens. Ok, ouais, voilà, tu l'as trouvé tout de suite. Parfait, merci beaucoup à Thierry Larigot. Donc voilà, vous avez la liste à Paris, Angoulême, Orléans, Montpellier, Saint-Denis, dans le 9-3, Marseille, Pessac et Toulouse. Et il y en aura d'autres qui arriveront après, donc n'hésitez pas, c'est un film qui se débat, qui se commente. Et ensuite, je rappelle aussi, voilà, qu'il y a ce questionnaire pour savoir un peu ce que vous pensez de l'émission, ce que vous pensez de l'horaire, du lundi 19h, de la durée, des invités, de toutes ces questions. Et que si vous laissez votre mail à la fin et que vous le souhaitez, vous pouvez avoir le dernier livre d'Edoui Plenel dédicacé, et ça c'est quand même chouette. Voilà, donc voilà, merci beaucoup. On a le lien directement ici. Et d'ailleurs, si vous nous regardez en replay sur YouTube, vous pouvez aussi répondre à ce questionnaire. C'est en dessous de la vidéo dans la description. Et si vous nous regardez en replay sur Mediapart, ce sera dans le corps de l'article, donc aussi sous cette vidéo. Voilà, on est partout. C'est donc ça le multiverse. Merci beaucoup. On se retrouve à l'horaire normal la semaine prochaine avec Anna. Donc lundi 19h. Et puis moi, je vous dis bonne soirée. Au revoir.